Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser Bitcoin et Ethereum comme d'habitude sur le point météo et on va se poser en narration la question de savoir est-ce qu'il est possible de prendre sa retraite grâce au stacking Ethereum, à partir de quelle appréciation de prix d'Ethereum et à partir de tout simplement quel capital de stacking. Vous allez voir qu'on va rentrer vraiment dans la dynamique du stacking, donc ça va être assez intéressant pour mieux comprendre The Merge. Ici, on est sur le Bitcoin toujours face au dollar. On est toujours dans cette sorte de correction, j'appelle correction vers le haut puisqu'on est en tendance baissière, correction on va dire assez parallèle qui fait quand même un petit peu peur de par sa forme, mais on est en train d'essayer ici de passer cette fameuse droite jaune qui nous permettrait d'aller faire un tour à nouveau, encore une fois, dans ce volume profile. Sincèrement, rien de bien nouveau par rapport à hier, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier. Si on a annulé là vraiment cette divergence baissière, parce qu'on est passé désormais au-dessus. On est globalement à un RSI de 62, donc on n'est pas encore en surachat. Sur MACD, pas encore il n'y a rien qui montre que ce mouvement est réellement fini. Si vous voulez, les droites ont recommencé à s'écarter, donc on pourrait avoir un mouvement un peu plus fort. Et sur le Cypher, vous voyez que l'écume ne se ferme pas ici en haut de la vague, et on commence à passer dans un money flow qui est positif, le money flow étant la droite rouge qui est là. La VWAP par contre est en descente, donc ça veut dire que peut-être on a un peu un épuisement. Et puis au niveau du stochastique, pas de signe de retournement. Donc si jamais on voit un stochastique qui se retourne ici, ça pourrait vouloir dire que on s'approche d'une correction. On est là en daily, donc voilà, hein, à prendre. Enfin, c'est une time frame qui est quand même relativement costaud. Donc voilà, personnellement, j'attends toujours une clôture daily vraiment franche au-dessus de cette droite pour me dire que oui, on a effectivement dépassé cette résistance et que potentiellement on peut l'utiliser après comme un support. Cette résistance, c'est quoi? C'est la ligne de coup d'une grosse épaule épaule ici qui menace. Pour l'instant, elle a cassé. On a touché une target moyenne, on va dire, en venant toucher ici là ce point-là. Si jamais on voulait toucher la target vraiment propre, on irait potentiellement aux 14 500 $. Ça serait également la target de ce bear flag, puisque cette correction parallèle montante s'appelle un bear flag. Ces deux figures-là ont des probabilités qui sont pas énormes, mais néanmoins on est obligé de les prendre en compte ici. Donc vous voyez que les deux targets convergent assez bien autour des 14 800, quelque chose comme ça. Sur Ethereum, pour la partie toujours chartiste, on va dire, et graphique, globalement sur Ethereum, on est un petit peu moins ici dans quelque chose d'intéressant au sens où, enfin un petit peu moins dans quelque chose d'intéressant. Disons qu'on a des signes de retournement ici un petit peu plus forts sur Ethereum, notamment sur le stochastique, qui vous le voyez commence ici à, je sais pas si vous le voyez bien là, mais on va pas tarder ici à croiser, donc attention à ça, un petit signe de retournement vers le bas. Néanmoins, ça veut pas dire qu'on va nécessairement y aller, mais vous voyez que ici la vague est plus en train de se fermer que sur Bitcoin. Money flow qui était positif, la VWAP donc la VWAP c'est la droite jaune qui se rapproche du zéro, donc on pourrait potentiellement ici avoir peut-être un retournement. Ou en tout cas prendre un peu d'air, prendre du souffle. Et au niveau des droites sur le MACD, je sais pas si elles se rejoignent un peu plus. Non, pour le coup, on est bien dans l'écartement ici, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On voit que bon, la pente ici commence à s'adoucir sur MACD, donc voilà, attention à ça. Voilà, pour ceux qui jouaient ici les 2000 $, peut-être que prendre un tout petit peu de profit ne serait pas une mauvaise idée pour éventuellement recharger à 1007, 1005, quelle que soit votre stratégie, bien entendu. Ensuite, donc ça c'était pour la partie chartiste. On va faire un tour sur la market cap totale. Market cap ici totale donc de toutes les cryptos. Donc ça correspond à la capitalisation de toutes les cryptos. Ici aussi on est sur résistance. Vous comprenez que c'est exactement la même droite que celle que je vous montrais sur Bitcoin. Et pour le coup ici pour le moment on semble avoir plus ou moins le momentum et l'envie de la casser. Vous le voyez ici. Bon, c'est à peu près la même analyse globalement. Est-ce que le stochastique se retourne? Pas vraiment. Donc pour le coup, ici la grande question c'est un petit peu de la même manière que le reste, est-ce que on va vraiment venir dans cette zone en fait, c'est entre la droite verte ici et la droite rouge. Et l'idée principale, je dirais, et c'était moi l'idée que j'évoquais quand on était ici à peu près aux 800 milliards de market cap, l'idée était potentiellement d'aller faire une touchette ici au 1,5 trillion. Et vous voyez que au niveau de la date, par rapport à une autre droite de tendance que j'ai là qui tient depuis très longtemps, on arrive pile à The Merge sur Ethereum.
on est à peu près au 12 septembre, sachant que le The Merge sur Ethereum a été avancé au 15 septembre. Ça pourrait avoir du sens, une petite correction maintenant, ensuite pendant un mois on monte, on va éventuellement chercher une touchette sur ce biseau rouge qu'on ne casse pas. Alors bon, ça fait beaucoup de regarde ce qu'on va faire mon copain, mais qu'on ne casserait pas, on serait rejeté. Là ici vous comprenez qu'on a une première résistance horizontale qui est ici là, la droite jaune, la droite pardon rouge en trétillé. On a également la droite rouge du biseau et on a également cette droite de tendance. Donc là on a vraiment une confluence pivot de trois résistances qui se retrouvent. Donc le prix va peut-être, je dis bien peut-être, avoir tendance à être attiré. Le fait que ça touche ici au niveau autour du 15 septembre est vraiment une coïncidence, mais je trouve que c'est quand même relativement suffisamment pertinent pour pouvoir le dire ici. Voilà. On va faire maintenant rapidement les news. On est dimanche, donc je doute qu'il y ait beaucoup de choses. J'ai pas regardé personnellement. Ici, voilà, des choses sur le Internet aux États-Unis, etc. Voilà, je vois pas grand-chose ici. 2-3 petites news ici. Vous voyez qu'on a eu les profits ici de Aramco, donc tout ce qui est, comment dire... En fait, si vous voulez, Aramco, pour vous donner une idée, voilà, vous allez sur les market cap mondiales les plus grosses et Aramco est juste derrière Apple et devant Microsoft. Donc en gros, on est sur un mastodonte du pétrodollar, enfin mais sur la partie Arabie Saoudite, et ils ont donc ils ont ramené des profits records. Donc ça c'est important à comprendre. Si on va faire le point aussi sur un petit peu ce qui se passe actuellement au niveau du pétrole, vous voyez que ici les producteurs de pétrole américains refusent d'ouvrir le robinet, alors qu'on est dans ce moment un petit peu de guerre, etc. Donc malgré les injonctions de Biden, globalement on va dire que les producteurs de pétrole américains ne veulent pas ici relancer une production plus importante pour faire baisser les prix. C'est le même cas du côté de l'OPEC qui dit que c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire ils disent de toute façon on sera probablement en récession bientôt, donc on sera en surplus, on aura en gros du pétrole sur les bras, tout ça il faut le stocker, etc. Donc non, on va pas ouvrir les robinets non plus. Donc j'ai envie d'insulter pas mal de monde là, présentement sur tout ce qu'on regarde, enfin vraiment ça donne quand même un petit peu envie de vomir. Mais vous comprendrez ici que voilà, on est ici sur des gens qui veulent continuer à faire des profits records tout simplement. Ils sont très contents de ce qui se passe et on est sur un cartel pétrolier et là on peut vraiment utiliser le mot cartel sans problème et c'est d'ailleurs le mot que les Américains utilisent pour dire que c'est vraiment une sacrée bande de bip. Donc voilà, en gros, un petit peu sur les news pour moi, ce qu'on peut regarder aujourd'hui. Sur Coindesk, je crois pas qu'il y ait grand chose, on va regarder aussi. Toujours la même chose par rapport à Huobi, on a vu cette news hier. Non, pas grand-chose. On a eu, oui, cette arrestation là du développeur qui a mis sur place Tornado Cash, qui est un mixeur en fait. C'est-à-dire que c'est un endroit où vous pouvez passer vos Ethereum pour tout simplement les rendre, comme une sorte de machine à laver, les rendre clean. Et ce service a été interdit aux États-Unis. Alors on peut en penser un petit peu ce qu'on veut. Personnellement, je dirais que sur Ethereum, le besoin de législation fait que c'est compliqué d'être contre tout ça. Maintenant, foutre un développeur en prison parce qu'il a écrit un code, non, ça je suis complètement contre. La deuxième chose après, c'est aussi que tout simplement, on pourrait ici, on sait très bien, éventuellement, on pourrait tout simplement avoir, sans rendre les adresses publiques, parce que je vais revenir sur la news 2 minutes, parce que vraiment, ça pose un problème en fait qui est de dire, si jamais donc tout ça doit être public, ça veut dire que moi personnellement, par exemple, mon adresse Bitcoin ou Ethereum, il y aura un KYC qui va être bien entendu fait par tous les y compris sur les cold wallets, y compris sur si jamais j'ai essayé de laver on va dire mes Ethereum ou mes Bitcoin pour les rendre plus ou moins intouchables, et ben ça veut dire que finalement avec mon adresse publique, dès qu'une personne aura l'information, et vous voyez qu'on le fait beaucoup sur quand on va voir les données blockchain ici, par exemple, admettons qu'on me dise, ce mec-là, c'est Bill Gates, tout le monde pourra voir combien détient Bill Gates en crypto, donc je trouve ça un petit peu touchy quand même, vraiment, d'arriver sur ce type de moments où finalement vous vous retrouvez à empêcher ce type de services qui sont quand même finalement un petit peu la base de la crypto au départ. Maintenant, vous avez eu des problèmes par rapport à ça parce que vous avez eu des gens qui sont amusés à envoyer 0,000001 Ether à partir d'adresses Tornado Cash à un petit peu tout le monde. Et donc du coup, vous êtes banni forcément de DYDX, vous êtes banni de tas de choses.
alors que finalement vous n'avez rien fait. Donc voilà, ça pose vraiment des soucis, il va falloir voir comment ça évolue, mais ce ban de Tornado Cash, et surtout pour moi l'arrestation de ce développeur, a quand même une portée importante qu'il faut comprendre ici. C'est quoi la prochaine chose? Ça veut dire quoi? On va attaquer les stablecoins après, ça veut dire on va attaquer les privacy coins, Monero, tout ça, toutes ces choses-là vont devoir disparaître. Personnellement, je sais pas exactement où ça va, mais je suis pas complètement enthousiaste sur ce type de news. Je suis conscient qu'il faudra de la régulation pour que les institutionnels puissent rentrer très fortement dans les cryptos et qu'on puisse avoir une adoption globale, j'ai envie de dire. Mais est-ce que c'est vraiment au prix de la liberté ou pas? C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Ensuite, voilà, vous voyez, crypto trading illégal en Iran. J'ai fait un point là-dessus hier quand j'ai dit que l'Iran commençait à utiliser des cryptos pour faire des importations. Et là, vous voyez que désormais, le gouvernement redit, et la Banque centrale redit que le crypto trading et enfin tout ce qui est trading, etc., par les particuliers est interdit en Iran. Donc voilà là-dessus, intéressant quand même. Ensuite, on va voir le calendrier. Globalement, on a dans 3 jours les minutes de la fête, donc à 2h mercredi prochain. Aujourd'hui, on n'aura pas grand-chose, je pense. Non, pas grand-chose. Et puis, potentiellement, un petit peu de news sur le marché de l'immobilier. Le marché de l'immobilier est assez important aux États-Unis parce qu'en fait, il représente plus ou moins ce que les gens payent dans leur... en fait, quand les gens payent leur crédit, ils ont plus ou moins des taux qui varient un petit peu dans tous les sens, c'est pas comme chez nous si vous voulez, et donc du coup ça peut donner aussi des infos sur leur capacité à dépenser tout simplement, hein. Vous avez un crédit qui est plus cher pour votre maison, donc vous dépensez moins. Ici également 18, voilà, on aura des choses également sur le marché du travail. Est-ce que vous devriez toujours jouer la défense sur votre portefeuille? Bon voilà, MarketWatch qui est toujours aussi tout le temps un petit peu dans les questions. Donc on a fait le tour ici sur ça. On va faire le sentiment et ensuite on va aller voir cette fameuse idée que potentiellement, comment prendre sa retraite avec Ethereum, ou en tout cas est-ce que c'est possible, avec le stacking, qu'est-ce qu'il est possible de faire et en fonction de quel prix. J'en profite aussi pour dire, parce que j'ai oublié de le faire, si vous avez envie de vous abonner, etc., n'hésitez pas à le faire. Vous avez aussi en description, n'hésitez pas à aller voir le lien du Discord pour venir nous rejoindre sur une communauté qui discute des crypto-monnaies tous les jours. Donc le Discord de la chaîne et bien entendu tous les liens d'affiliation qui peuvent vous permettre, je sais pas, d'acheter des ledgers, de créer un compte sur des exchanges, etc. Tout ça est en description. Ici, rien de nouveau sur le carnet d'ordre, sauf qu'on a pas mal d'ordres ici qui se sont faxés, vous le voyez, à ce point-là, en DCA, et ils descendent jusqu'à 22 510 $. Donc on a quelqu'un qui veut rentrer là globalement assez fort, hein. On voit que c'est quand même à base de on doit avoir à peu près 5 ou 600 bitcoins, peut-être 1000 bitcoins en tout, 1000 bitcoins qui sont posés à l'achat ici sur Binance. Ensuite, les options, on les a déjà vues hier, donc on va passer dessus. On va aller faire les marchés en levier sur Ethereum. Sur Bitcoin, pardon. Bitcoin, ici, vous voyez qu'on a pris ce niveau-là. Donc, pour moi, ce stop-loss-là, il est pris. On a ici forte augmentation de l'open interest, donc le nombre de contrats en circulation qui augmente. Tout ça se fait sur un funding qui est positif. Donc, ça veut dire qu'on aura un niveau de longueur en levier à venir chercher potentiellement ici, d'accord? Et ensuite, il est assez fort, donc on va le mettre ici en 2 pixels. Et puis, ensuite, là-dessus se crée un petit peu du short. Vous voyez qu'on vient les prendre, hein, derrière. Si j'avais mis un point de short là, on serait venu chercher ce stop loss ici. Et ensuite, on remonte à la fois sur l'open interest et le funding. Donc, on aura également un niveau de longueur à prendre quelque part par là. Il est beaucoup moins conséquent par contre. Tac. Et ensuite, un petit peu de short ici qui se fait depuis ce point-là. Vous voyez que globalement, on va pas le considérer parce que le nombre de contrats diminue et le funding diminue. Ça veut dire que ce sont plutôt des longueurs qui se font liquider ou qui ferment leur position. Le CVD au spot est en train de se calmer, de latéraliser un petit peu. Encore qu'on a peut-être un petit début de cuvette là, donc à suivre.
On va maintenant faire Ethereum. Ethereum, vous le voyez ici, forte augmentation ici de l'open interest, donc le nombre de contrats en circulation augmente. Est-ce que ça se fait sur du short ou du long? Vous voyez que sur le début, ça se fait sur du short et ce niveau a été pris derrière. Ensuite, on a toute cette phase-là qui va se faire sur du long, donc on aura un petit niveau de long à prendre ici. Ok. Et ensuite, on est plutôt à la temporalisation. Le nombre de contrats ici qui se ferment, donc théoriquement on devrait fermer du long, mais vous voyez que ça va quand même un peu plus fort. Vous comprenez ici là cette forte diminution. Donc on peut peut-être considérer qu'il y avait du short qui était rentré à ces niveaux-là, mais qui a été pris tout de suite. Et puis ensuite on a un niveau de funding qui réaugmente légèrement en longueur. Donc on aura ici un niveau de long à prendre. On va le mettre par ici, oui je pense que c'est bien. Et puis est-ce qu'on a du short là ici qui s'est créé? Globalement pas vraiment d'augmentation de l'open interest, vous le voyez ici, là on est plutôt sur la diminution. On a peut-être un tout petit trend shorter qui est rentré, on va le mettre ici, mais sans conviction. Donc tac, tac, et on va le mettre en traitillé pour dire qu'il est vraiment assez sporadique. Voilà, demande au spot sur Ethereum qui est sur un plat. Donc là, c'est en train de se calmer un petit peu. C'est pour ça que le prix vraiment est en train de stabiliser ici autour des 2000 $. Donc je pense aussi qu'on est en week-end. Hein. Vous comprenez que là, c'est le début du week-end. Donc il y a assez peu de choses qui se passent. Néanmoins, vous l'avez vu sur Ethereum, peut-être un retournement puisqu'on a le stochastique qui commence un petit peu à plonger. Donc à suivre de très près. Les leviers, les liquidations, pardon, à prendre sur... Hop, je sais pas ce que j'ai fait là. Ouais, d'accord. Est-ce que je peux faire comme... Je crois que je vais devoir... Je vais devoir refaire un run. C'est pas grave, on va faire Bitcoin en attendant. Donc Bitcoin ici, toujours ce gros niveau à prendre. Hein. Vraiment, on aurait quelque chose à venir chercher au 22,610, par là 22,6, 22,8 qu'on a laissé sur la route. Bon, après ici, ça semble avoir été nettoyé là, cette grosse position. Vous voyez que le prix est venu la chercher. Est-ce que cette personne a pris profit, hein? Est-ce qu'elle a fermé son trade? Et donc du coup, est-ce qu'elle est juste simplement sortie? Pour le moment, pas de moyen de le savoir du côté de iBlock Capital. Ensuite, ici, vous voyez que sur Ethereum, on est beaucoup plus chargé hein, en open interest. On est vraiment ici sur le merge trade. Et globalement, il serait pas exclu d'avoir une grosse tatane qui ramène un peu tout le monde à minima à 1007 pour corriger les 5 derniers jours, les positions fraîches. Il est monté en ligne droite, notre ami Ethereum, donc du coup, peut-être un gros mouvement ici pour le faire descendre. Est-ce qu'on va faire descendre Ethereum grâce à Bitcoin, puisqu'il y a moins d'open interest dessus, moins de demandes au spot, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire plonger légèrement Bitcoin de manière à faire un petit soubresaut sur Ethereum au minima pour prendre cette grosse zone ici, là où il y a beaucoup de monde? J'ai l'impression, en tout cas, autour des 1750. Bonne question, sincèrement. Pour l'instant, on voit des signes d'essoufflement, donc si jamais le chemin de moindre résistance se retourne, vous comprendrez ici que le chemin de moindre résistance pour l'instant il est plat. Si on le voit descendre ici, se retourner et descendre, il va être plus facile pour les market makers d'aider le mouvement vers le bas. Sur Kingfisher, par rapport au Bitcoin, on voit ici une poche de liquidité à venir prendre en dessous des... c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 22,8, 22,6, 22,8. Donc s'il y avait un mouvement à faire dans ce sens-là, à minima, il serait dans ces points-là. Grosse poche de liquidité, bien entendu, autour des 19. Ça, je vous l'ai expliqué. Beaucoup de gens qui sont cachés sous les 19. Et puis, cette grosse poche également qui est apparue pour du shorter autour des 36 000 €. Principalement, pour moi, la plus grosse poche, elle est là, elle est à 33. Si on doit aller chercher quelque chose sur Bitcoin, ça serait plutôt dans ces eaux-là. En tout cas, en ce qui concerne les marchés en levier, hein. C'est pas ça qui fait le prix. Ce qui fait le prix, c'est la demande au spot, et la demande au spot est la résultante d'une conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc ça va être toujours plus ou moins être une sorte de part de sentiment. J'en profite également pour vous dire que si on retourne ici sur la market cap totale, je vous parlais ici là de donc monter à 1,5 trillion. C'est-à-dire globalement faire un petit 30% hein, sur le prix. On peut pas vraiment considérer que ça serait un 30% sur Bitcoin, au sens où en ce moment,
on est plutôt en altcoin season. Vous voyez que tout d'un coup, là, tout s'est réveillé avec le réveil d'Ether, etc. et toutes ces choses-là. Globalement, on a ici, en fait, le top 50 qui surperforme très largement Bitcoin. C'est-à-dire, si 75% du top 50 performe mieux que Bitcoin, à ce moment-là, on est en altcoin season. Et vous voyez que tout d'un coup, ça a été le cas, puisque tout simplement, on est rentré dans une espèce d'altcoin season probable. Souvent ces rebonds techniques sont le cas, c'était le cas notamment en 2017 où Bitcoin avait un petit peu sous-performé toutes les alts sur le rebond technique. Pour l'instant, moi je ne parle que de rebond technique, je ne parle pas de nouveaux bull run pour le moment. Après, si on en a un et si on le voit, on le dira. Principalement ici, on a un gros point pivot. Vous voyez que j'ai tiré un Fibonacci là sur la market cap totale depuis l'ATH jusqu'à maintenant. Et on a un gros point pivot également au 0,5 ici, là. Ici, vous comprendrez que si on dépasse effectivement ces trois résistances-là, etc., on est pile poil sur le ratio de 0,5. Donc, principalement, on va dire que un retracement vers le haut de 50% est tout à fait peut être tout à fait à prévoir. On peut aussi estimer qu'on essaiera de venir chercher éventuellement ici les 0,618 et 0,786. Pour le moment, on se dirige vers le premier arrêt. Le premier arrêt, il est où? Il est ici. On va d'ailleurs le noter du coup, puisqu'on semble avoir trouvé ici un plus bas, etc. Donc on va se mettre ici un petit point aussi à comprendre que là, on sera sur le premier arrêt. C'est-à-dire qu'on remet, on remet en cause, si vous voulez, la tendance baissière. Donc si jamais on redépasse le premier arrêt, on remet en cause réellement, ce n'est pas juste un dead cat bounce qui nous fait un 0,382 et puis s'en va. On est vraiment sur potentiellement quelque chose qui pourrait être plus important et on est sur un vrai retournement. Le premier arrêt étant une remise en cause de la tendance actuelle. Pour l'instant, on est en tendance baissière. Casser le premier arrêt vers le haut, les 0,382 vers le haut. Donc ici, c'est une correction, donc c'est pour ça que j'ai tiré mon Fibonacci dans ce sens-là. Eh bien, un retracement, on est en train de faire un retracement de 0,382%. Si jamais on casse ça, on considère que les 0,5 est vraiment très probable. Et que potentiellement, en tout cas, on remet réellement en cause ici la tendance baissière si jamais on arrive à recouper, retracer plus de 40% de la baisse précédente. Voilà, on a déjà fait 21 minutes Daymnode. Oh là là, je voulais quand même vous faire un truc sympa sur Ether. On va aller voir ici, et la question qu'on va se poser, en fait, c'est qu'est-ce qui pourrait vous permettre de prendre votre retraite ici avec Ethereum? Et il y a plusieurs choses que je veux vous montrer dans ce cadre-là. C'est d'abord le taux que vous récupérez de stacking en fonction du nombre d'Ethereum qui est stacké. Pour moi, c'est la première donnée, c'est-à-dire que comprendre quels sont les taux que vous allez pouvoir récupérer en fonction du nombre d'Ethereum stackés va bien entendu ici vous donner une bonne information sur quels pourront être vos rewards. Ici, on voit que globalement, avec 10 millions d'Ethereum stackés, on va avoir à peu près 5,72%. Ces 5,72%, c'est si jamais vous avez vous-même votre propre node, c'est-à-dire vous avez un ordinateur à la maison et que ce node, on va dire, fait son boulot tout seul, etc. Pour créer votre propre node, il vous faudra 32 Ethereum. Si jamais vous n'avez pas 32 Ethereum, vous allez être obligé de passer par un pool de stacking, c'est-à-dire une plateforme tout simplement, qui elle va mixer vos Ethereum avec les Ethereum d'autres gens et créer un node à partir de 32 Ethereum tout simplement. Et là, vous voyez bien qu'on voit autour des 5%, autour des 10 millions, vous comprenez que là, à 5,72%, on est sur une sorte de sweet spot, c'est-à-dire qu'ensuite, jusqu'à... en fait, le système est fait pour que vous rentriez, pour que à peu près 10 millions d'Ethereum rentrent, et puis ensuite, quand trop de gens rentrent, vous avez tout simplement un APY qui diminue, ce qui est tout à fait normal. On veut que, en gros, le système considère qu'il est en bonne santé à 10 millions d'Ethereum stackés, donc du coup, on veut que les gens soient poussés de plus en plus à aller à ce point-là. Donc globalement, on peut considérer que 5,72% est plus ou moins le sweet spot qu'on va avoir sur plusieurs dizaines d'années, puisque en dessous, les gens se diront que bon, c'est pas extrêmement intéressant. Pour l'instant, on a combien d'Ethereum en circulation? On en a tout simplement 120 millions, je crois. Je vais vérifier ça, parce que je voudrais pas vous dire une bêtise. Donc, on va regarder ça. Tac. On a 121 millions, 122 millions d'Ether en circulation. Combien d'entre eux sont stackés?
à peu près 12 millions. Si vous regardez ici sur, je pense que c'est là, non, c'est pas là non plus. Bon, c'est pas grave, faites-moi confiance, on est à 12 millions de stackés en ce moment. Donc on est effectivement sur cette APY qui est entre 4 et 5,71%, vous le voyez ici, on est ici, donc entre les deux, hein, là j'ai été obligé de vous faire, voilà, globalement on est autour de, en ce moment, 4,50%, quelque chose comme ça. Ici vous voyez tous les nodes qui sont répartis dans le monde, donc c'est intéressant aussi de le voir, énormément de nodes aux États-Unis, beaucoup de nodes également en Allemagne, vous le voyez, 2000 nodes en Allemagne, et en France on est vraiment ici à la bourse, que je crois qu'on a, voilà, 136 nodes en tout qui sont posés en France. Principalement tous tournent sur le système d'exploitation Linux, c'est-à-dire tout simplement si vous deviez le faire chez vous, par exemple, vous mettez un ordinateur à disposition dédié, vous mettez Linux dessus, vous installez une application qui s'appelle Go Ethereum, je crois, et puis là, à partir de là, il y a toute une procédure à faire de manière à être relativement safe quand même, et puis vous avez votre node qui télécharge toute la blockchain et qui valide les transactions. C'est ça le proof of stake, c'est-à-dire que tout simplement, vous mettez vos 32 Ethereum at stake, en enjeu, en collatéral, et si du coup votre node force une mauvaise transaction à être validée, eh bien on vous prendra vos 32 Ethereum tout simplement. Donc c'est un système où vous mettez de l'argent en jeu et vous êtes rémunéré pour ça. C'est pour ça que vous prenez 5% par an, d'accord ? Qu'est-ce que je voulais vous dire là, du coup, là-dessus ? Oui, vous avez des plateformes comme celle-là qui s'appelle Stacking Rewards, qui vous permettent tout simplement d'aller voir quels sont les taux actuellement. Vous voyez que en ce moment, si jamais vous avez votre propre validateur, hein, si jamais vous avez vraiment votre propre ordinateur à la maison, et vous voyez qu'il vous explique ici que c'est risqué et que c'est assez difficile à mettre en œuvre, et qu'il vous faudra 32 Ethereum pour le faire, et bien vous aurez un APY de 4,57% actuellement, parce que on a, et c'est ça que je vais vous trouver, non c'est pas ça, je vais vous trouver le truc là, je pense que c'est au début, sur le home peut-être, il est où le home ici ? Voilà, Ethereum, on va cliquer sur Ethereum, et là il va vous dire que effectivement il y a 12 millions d'Ethereum stackés, je sais plus où il le dit, mais bon voilà, bon, vous me faites confiance, de toute façon on va pas le chercher pendant 3 quarts d'heure. Market cap, stacking ratio 10%, bon voilà, vous comprenez que ça correspond à 12 millions. Donc, ici, vous avez aussi les pools, c'est-à-dire vous avez un risque qui est modéré. Pourquoi les pools sont modérés ? Parce que, on va dire que vos clés restent vos clés, hein, donc globalement, et qui est plutôt facile à mettre en place. Et là, vous comprenez que vous perdez 0,5% de votre APY, puisque vous déléguez le service à quelqu'un d'autre, ce qui est tout à fait normal. Ici, vous avez un calculateur qui est plutôt mal fait. Donc du coup, j'ai fait mon modèle pour vous montrer. Et ici, il vous présente les différents pools, etc. Comprenez bien qu'avant, quand vous alliez sur Stacking Rewards, vous aviez aussi d'autres infos que je vais vous retrouver là. Voilà, qui étaient des infos de ce genre-là. C'est-à-dire que vous aviez quoi ? Vous aviez Stacking Pool, Run Validator, et vous avez aussi Validator as Service et Exchange Stacking. C'est-à-dire que vous pouvez très bien stacker directement sur votre exchange, par exemple Coinbase, etc., et Binance et tout. Vous pouvez très bien stacker dessus, et puis vous aurez du coup un APY qui va être encore moindre, hein, par rapport à un pool. Vous voyez ici une différence de 0,3. Bon, ça c'est une vieille capture d'écran que j'ai faite, donc c'est pour ça que les taux ont changé. Mais globalement, et vous aviez ici Validator as a Service, où globalement vous étiez en fait sur quoi ? Sur Celsius, Voyageur Digital et BlockFi. Donc du coup, il faut bien comprendre ici que il y a toute une partie décentralisée où vous restez en non-custodial, c'est-à-dire que vos clés restent vos clés. Ça va être les deux du haut, là, ici. Et il y a toute une partie centralisée où vous perdez vos clés. C'est-à-dire que tout simplement, si l'exchange fait faillite ou si le validateur arrête les retraits, vous ne pouvez plus retirer, et bien tout simplement, vous allez avoir ici des problèmes comme ceux qui ont pu le faire et l'avoir avec, Celsius et Voyager, qui étaient principalement d'ailleurs basés sur le Ethereum stacké. Très très gros, les plus gros, hein, en fait, si vous regardez d'ailleurs, je pense sur DeFi Lama ici, vous allez voir la TVL de Lido, voilà, qui est juste là. Ce sont les plus gros stackers liquides d'Ether, et vous voyez ici que je sais pas ce qu'il y a en tout comme voilà, il y a à peu près 9 milliards qui sont lockés sur Ethereum. Comprenez bien ici aussi que si vous stackez vos Ethers maintenant,
ou juste après The Merge, il va falloir une mise à jour suivante sur Ethereum qui vous permettra de les déstacker. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un sell de news sur The Merge, vous ne pourrez pas ici déstacker vos Ethereum instantanément. Et il faut bien le comprendre, je sais plus comment s'appelle la mise à jour suivante, en gros, celle qui permettra d'être beaucoup plus liquide au niveau du stacking, mais globalement, si aujourd'hui vous décidez de stacker vos Ethereum pour avoir ce fameux APY, eh bien, vous bloquez vos Ethereum jusqu'à la prochaine mise à jour qui est estimée dans 6 à 12 mois après The Merge. Donc là, vous allez avoir, bien entendu, quelque chose d'important à voir et à comprendre. Est-ce que vous avez peur de The Merge? Est-ce que vous avez peur que ça fonctionne pas, etc. Auquel cas, vous attendez et vous, éventuellement, vous rentrez plus tard. Ou alors, est-ce que vous vous dites que c'est bon, ça va le faire, c'est bien, et que vous êtes prêt à prendre le risque? Mais comprenez bien ici que ça veut dire que vous stackez vos Ethereum. Si vous stackez vos Ethereum, pas de retour en arrière, et ça c'est une première chose, ils vont être bloqués. Et deuxième chose également, si vous stackez vos Ethereum, vous ne pourrez pas les vendre avant la prochaine mise à jour qui se passera dans 6 à 12 mois vraisemblablement. En tout cas, c'est ce qui est dit sur le site d'Ethereum. On va passer maintenant à mon modèle. Alors mon modèle, il est hyper simple, c'est tout simplement, pour moi j'ai pris le sweet spot, c'est-à-dire 5,5%. J'ai considéré qu'on stackait 32 Ethereum, alors parce que c'est la base, mais on peut tout à fait changer ce chiffre ici. Vous comprenez que si on met 10 Ethereum, bah, tous les résultats changent, bien entendu. Mais globalement, on va partir sur cette base, de 32 Ethereum qu'on stack, la valeur actuelle. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'investissement de base. Donc là, j'ai dit, bah, admettons qu'on les achète aujourd'hui. Hein, donc on a une parité dollar-euro ici. Donc bon, globalement, on a pris un truc relativement simple, mais vous pouvez changer pour dollar si vous voulez. Ça reviendra au même. Ici, j'ai pris un coefficient d'appréciation, c'est-à-dire 1,1. Globalement, on admet ici que potentiellement Ethereum pourrait prendre 10% par an, ce qui nous emmènerait en 2032 un Ethereum à 5000 $. Donc vous voyez que c'est très conservateur. Ici le ROI, bah, c'est tout simplement combien de fois je fais par rapport à mon investissement de base de 64 000 €, combien de fois je vais prendre par rapport à tout ça. D'ailleurs je réfléchis, 6 x 4, 24, oui c'est ça. Et ici le revenu à l'année, et ici donc le revenu par mois. Cette première hypothèse, vous comprendrez qu'elle est... Pour moi, le sweet spot, c'est quelque chose qui va plus ou moins se passer comme ça. C'est-à-dire qu'on sera toujours autour pour du stacking Ethereum, sauf les grandes années où Ethereum prendra énormément de valeur, mais globalement, on peut considérer qu'on sera plus ou moins toujours autour de ce sweet spot, autour de 5%, 4% par an. Donc voilà. J'ai considéré ici aussi qu'à chaque fois que vous avez des rewards, donc là, globalement, alors je l'ai pas noté là, mais globalement, vous gagnez, la première année, vous gagnez 1,76 Ethereum, vous le voyez, la différence, là, ici. J'ai considéré que vous les remettiez en stacking, d'accord? Donc, ça veut dire que vous touchez pas à votre stacking pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, vous voyez ce que vous donnent les récompenses, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez vivre avec ça? C'est ça, la stratégie. C'est tout simplement, je stack pendant 10 ans sans prendre de profit dessus, et puis, en fonction de l'appréciation d'Ethereum, qu'est-ce que ça peut faire? Vous voyez qu'ici, un Ethereum en 2032 à 5000 $, globalement, alors, bien entendu, il y a de la volatilité. Vous allez me dire, c'est un modèle. Hein, je veux dire, voilà, il faut ici un petit peu être indulgent sur, voilà, le modèle possible ou pas. Un Ethereum à 5000 $ dans 10 ans, donc position très conservatrice, vous en comprendrez. Vous donnerez potentiellement, à la fin de ces 10 ans, vous auriez 54,66 Ethereum, en admettant que vous restackez à chaque fois la totalité de vos récompenses. Vous auriez 54,66 Ethereum. Ça vous donnerait un capital de 283 000 € pour un investissement initial de 64 000. Et vous aurez du coup, ensuite, à partir de 2033, admettons qu'à chaque fois vous retirez tout simplement vos 54, donc les rewards qui correspondent à vos 54,66 Ethereum, c'est-à-dire, si on reste à 5,5%, vos 3 Ethers que vous prendrez tous les ans. Oui, c'est ça, j'ai pas fait d'erreur, non, c'est bon. Les 3 Ethers que vous prendrez tous les ans, vous les vendrez à ce moment-là et vous aurez donc du coup un revenu de 15 000 $ par an et 1299 $ par mois. Position très conservatrice, vous le voyez ici, hein, bien entendu. Il n'y a pas de quoi vivre avec 1200, surtout dans 10 ans, on ne sait pas combien vaudra 1300 $, mais il n'y a vraiment pas de quoi vivre avec ça. Mais position très conservatrice et vous voyez que le retour sur investissement est quand même sur du x4. Bien entendu, Ethereum peut aller à 100 $ dans 10 ans.
hein, vous comprenez que ça, encore une fois, ça reste un modèle, c'est un risque, vous prenez un risque, donc du coup vous avez une récompense en face, donc c'est très important ici de comprendre cette histoire-là. Maintenant, si sur le même modèle, on admet qu'on va faire 20% par an sur Ethereum, donc on change ce chiffre pour 1,2, vous comprenez qu'on commence ici ça commence à être déjà un petit peu plus intéressant, en tout cas avec un revenu de 3000 $ par mois. Et ça nous donne, bien entendu, ici comprenez-le, un Ethereum à 12 000 $ en 2032. Personnellement, moi, je pense qu'atteindre les 20 000 $ n'est pas déconnant, et plus vite, peut-être plus vite que 2032, mais ça, c'est pas vraiment la question. Vous comprendrez encore une fois que c'est un modèle, et je pense qu'autour de 1,25, on doit être aux 20 000 $, voilà, quelque chose comme ça. Et là, vous voyez que ça commence un petit peu à être intéressant, avec un revenu de 4 600 $ par mois, taux ROI qui est de, globalement, x16 par rapport à votre investissement initial, donc relativement intéressant aussi, et 55 000 $ à l'année. Alors, il y a beaucoup de si dans ce modèle, et c'est bien entendu pour ça que c'est un modèle. Voilà, et puis en plus c'est un tableur Excel, on peut même pas appeler ça un modèle, on peut appeler ça juste simplement, allez, admettons que, disons que, etc. Donc, bien entendu, il y a énormément de choses ici que vous pouvez mettre entre parenthèses. Maintenant, admettons qu'on ait un Ether en 2032 qui soit à 27 000 $, qu'est-ce que ça nous donnerait en termes de market cap ? On va regarder vite fait sur Market Cap Off, par exemple. Admettons que Ether, hop, et encore une fois, on parle de 2032, mais prenne la cap de Bitcoin, on serait déjà à 4000 $, donc un x2 sur Ether. Imaginons qu'on fasse tout simplement sur la market cap totale d'ici 10 ans, et je pense que vraiment c'est peut-être jouable, quelque chose comme la market cap totale de l'or. Vous comprenez que là, on est à 1 trillion, ça ferait une market cap qui se multiplie par 11. Même Ether restant dans sa position actuelle, c'est-à-dire à 2000 $ multiplié par 11, ça nous emmène à 22 000 $. Voilà, 22 000 $ en ayant une market cap crypto. Non pas la market cap du Bitcoin, mais une market cap crypto totale, qui prennent la market cap de l'or, qui est de 11 trillions, hein, si je dis pas de bêtises, tout 12 trillions, voilà, à l'instant T. Donc vous comprenez que ça sous-entend une adoption, c'est un gros pari. Vous comprenez que, bien évidemment, au prix actuel, c'est bien moins intéressant que si vous étiez rentré, je sais pas où je l'ai mis, voilà, non, c'est pas celui-là. Voilà. Hop. Vous comprendrez que au prix actuel, c'est bien moins intéressant que si vous étiez rentré alors que Ethereum était à 150 ou 300 $, où c'était beaucoup plus facile d'accumuler 32 Ethers. Mais on a ici quand même une petite idée de ce que ça pourrait donner ici en 2032 d'avoir 32 Ethereum qui sont stackés à 5,5% par an, que vous gardez pendant 10 ans, vous ne touchez à rien, et où donc du coup vous voyez que vous auriez à la fin potentiellement 1 500 000 € qui travaillent pour vous à 5,5% avec un revenu de 7 000 $ US par mois. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était vraiment une modélisation ici de ce qui pourrait être fait sur Ether et de ce que ça pourrait donner. Je trouvais que c'était intéressant de faire ce point-là aussi pour mieux comprendre, on va dire, les mécaniques du stacking sur Ether. Hein. Vous comprenez que ici, bien évidemment, on a cette idée que Ether va potentiellement essayer de positionner en permanence 10 millions d'Ethers qui sont stackés de manière à garder un petit peu cette ligne de sécurité qui est 10% des Ethers qui sont stackés. Comprenez aussi que 10 millions d'Ethers qui sont stackés, ça veut dire 10 millions d'Ethers qui ne seront pas proposés à la vente au moment de The Merge et qui vont être bloqués à ce moment-là. Donc ça fait à peu près 10% de la supply. Actuellement, on considère que à peu près 18% des Ethers en circulation sont sur les exchanges. Donc si on enlève, si on prend ce qui est stacké sur des exchanges plus ce qui est en circulation, etc. Globalement, la pression vendeuse sera quand même amoindrie par le fait que quand vous stackez vos Ethereum, ils sont bloqués à la vente pendant 6 à 12 mois selon la prochaine mise à jour d'Ethereum. J'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu longue certes, mais voilà, on est rentré un petit peu dans le détail de The Merge et des possibilités de stacking. Ça veut pas dire aller dépenser 64 000 €, s'il vous plaît, ne prenez pas mes mots pour ce que je n'ai pas dit, tout ça n'est pas du conseil en investissement. Vous comprendrez ici que le risk-reward est bien moins intéressant que ce qu'il pouvait l'être il y a ne serait-ce que 2 ans, mais
au moins, on est rentré dans les mécaniques du stacking et on a essayé de comprendre un petit peu quels pourraient être éventuellement les gains sur les prochaines années. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description et mettre un like, c'est important de mettre des likes, mettre un like sur la vidéo et voilà, j'ai pour habitude de demander des commentaires à la con en fin de vidéo, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir avec le Bitcoin et qui voilà, permettent de discuter un petit peu de choses et d'autres. En l'occurrence, la question du jour sera est-ce que vous touchez un petit peu dans tout ce qui est informatique, etc., développement, ces choses-là? Est-ce que vous êtes du genre à bricoler du Linux, des choses comme ça, ou pas du tout? Est-ce que vous êtes plutôt ici quelqu'un, voilà, qui est relativement insensible et allergique aux machines? Ça sera la question du jour. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin, avec derrière une petite histoire comme celle d'aujourd'hui. Et à très bientôt. Ciao.